Ces derniers temps, la question de l'inflation est sur toutes les lèvres car le prix des matières premières augmente et les taux US de long terme remontent, ce qui signifie que les marchés demandent un rabais sur les obligations US car ils ont peur de l'avenir. Alors, chacun y va de son pronostic. Je me pose la question de cette fichue inflation depuis avril 2020. Toute la question est de savoir si nous allons partir en déflation ou en inflation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la ligne de crête où tout peut basculer est assez mince car dans les deux cas, ce sont deux façons différentes de constater notre appauvrissement. Je vous propose donc de réfléchir ensemble pour mieux comprendre ce qui peut faire tourner le vent et comment adapter son épargne à cette situation. Allez, c'est parti! Quel est le message qui circule en ce moment en faveur d'un scénario inflationniste? Pour rappel, il y a de l'inflation quand la quantité de monnaie disponible et ou sa vitesse de circulation augmente par rapport à la quantité de biens et services disponibles. Donc, pour qu'il y ait de l'inflation, il faut soit injecter de la monnaie dans l'économie, ou alors que cette monnaie circule plus vite. Soit il faut que le nombre de biens disponibles baisse pour une même quantité de monnaie et une même vitesse de circulation. C'est ça, la fameuse équation de Fisher, MV égale PQ. M pour la masse monétaire, V pour la vélocité de la monnaie, qui est égale au prix, P, multiplié par la quantité de biens et services, Q. Pour rappel, la masse monétaire d'un pays est égale à la base monétaire multipliée par sa vitesse de circulation, pour faire simple. Si la base monétaire d'un pays imaginaire est de 1000 billets de 1 dollar et que ces billets ont changé de main 3 fois dans l'année, alors la masse monétaire est de 3000 dollars. Cela influe évidemment directement sur le PIB. Maintenant, si les gens de ce tout petit pays fictif prennent la trouille sur l'avenir, ils vont ralentir leur consommation et nos 1000 billets seront toujours là, mais ils changeront de main moins vite. Du coup, si nos billets changent de main 1,5 fois au lieu de 3 fois, la masse monétaire sera alors de 1500 dollars et vous obtiendrez une forte crise économique par la même occasion. Or, ce que je vous raconte pour mon tout petit village est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. La base monétaire s'appelle toujours base monétaire et on voit qu'elle est en constante augmentation car la Fed imprime comme une dingue. C'est la même chose en Europe. Elle est passée de 1000 milliards à 5000 milliards de dollars entre 2008 et 2020. Vous remarquerez que la courbe ressemble trait pour trait à l'évolution du bilan de la Fed. Ce n'est pas du tout un hasard puisque la base monétaire d'un pays est contrôlée par la banque centrale de ce même pays. D'ailleurs, les billets de banque dans vos poches sont de la monnaie émise par la banque centrale. Donc vos billets, c'est de la vraie base monétaire. On appelle aussi la base monétaire M0 en économie. Ensuite, pour la masse monétaire, c'est un peu plus compliqué car il y a plusieurs façons de la compter, mais pour faire simple, dites-vous que c'est ce que l'on appelle M3. Et M3 est égal à M0 multiplié par le nombre de fois où la base monétaire a changé de main. Et là, quand on regarde M3, on constate qu'elle est passée d'environ 8000 milliards à environ 20 000 milliards, donc une multiplication par 2,5. C'est 2 fois moins que l'évolution de la base monétaire. Donc cela signifie qu'entre 2008 et 2020, l'argent circule de moins en moins. Et ça, on le voit parfaitement si on regarde la vélocité de la monnaie. Elle s'est effondrée de 2 à 1. Autrement dit, l'argent change 2 fois moins de mains en 2020 qu'en 2008. Aujourd'hui, l'argent fait un seul tour de circuit au lieu de 2. Comme je vous l'ai dit au début, lorsque la vélocité de la monnaie ralentit, la crise économique est au coin de la rue car cela signifie que les gens échangent moins, donc le PIB baisse. C'est pour cela que les banques centrales d'Occident impriment à tout va pour maintenir la masse monétaire M3 en circulation. La baisse de la vélocité est un facteur déflationniste et cela fait plus de 10 ans que les banques centrales luttent contre cela en injectant de la monnaie. Le ralentissement de la vélocité est un symptôme profond d'une économie qui souffre car le tissu économique s'atrophie. Injecter de l'argent ne résout en rien le problème, mais il le masque en maintenant en vie ceux qui devraient disparaître. Il faut donc de plus en plus d'injections pour une efficacité de moins en moins grande. C'est pour ça que les injections de liquidités des banques centrales ont une drôle de tête d'exponentielle au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'est pas bon du tout. On voit bien qu'il y a une lutte entre inflation et déflation qui se joue depuis bien longtemps. Fondamentalement, l'économie a envie de se purger pour remettre les prix au bon endroit. Je pense au taux de change avec la Chine, mais aussi aux taux d'intérêt qui sont forcés à zéro. Mais nos gouvernements ne le veulent pas, car remettre les prix au bon endroit signifie une gigantesque crise économique qui ne manquera pas de faire vaciller le pouvoir en place. De plus, nous savons quand nous entrons dans ce genre de crise, mais nous ne savons pas quand ni dans quel état nous en ressortons.
Si on prend l'exemple de l'URSS, qui se trouvait dans une situation où de nombreux prix étaient faux lorsqu'elle a fait faillite en 1989, cela s'est traduit par 30 ans de misère. La Russie commence à peine à émerger de cette période. Je comprends donc tout à fait pourquoi nos dirigeants ne sont pas pressés de vivre ce type d'événement. Mais voilà, le temps passe et la crise des mesures anti-Covid a mis un sérieux coup d'accélérateur dans ce processus. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans une configuration délicate où l'équilibre entre inflation et déflation est de plus en plus complexe à tenir. Les USA ont choisi leur camp puisque Jay Powell et Biden ont annoncé dans un article de New York Times le 15 février 2021 que finalement l'inflation c'était tout de même beaucoup moins méchant que la déflation. En conclusion, ils sont prêts à imprimer tout ce qu'il faudra pour que le monstre de la déflation reste dans le placard, quitte à ce qu'il y ait de l'inflation. Il y a un autre paramètre à prendre en compte. Au regard du poids de la dette des USA, la Banque centrale américaine ne peut pas remonter les taux d'intérêt de court terme. Le principe est simple. Pour payer la dette, ou du moins ne pas faire faillite, il est nécessaire de payer en monnaie de singe grâce à une forte inflation. La contrepartie, ce serait la ruine des épargnants, puisque l'épargne n'est plus rémunérée. Toute la subtilité de cette stratégie pour ne pas apurer les dettes, c'est de ne pas faire surgir le monstre de l'hyperinflation. Voilà un exemple pour comprendre comment l'hyperinflation peut venir régler vos dettes, mais aussi détruire votre économie. Admettons que les prix des matières premières montent comme c'est le cas aujourd'hui sur tout un tas de produits de base comme le blé, le cuivre ou le pétrole. Logiquement, les producteurs US ou européens montent leurs prix puisqu'ils sont globalement importateurs de ces produits de base. Le problème, c'est que votre économie est déprimée et votre population n'a pas d'argent pour payer plus cher. Donc, soit ils consomment moins, et c'est la déflation récessionniste, qui est un scénario très douloureux bien que nécessaire dans le fond, soit vous imprimez de l'argent pour le donner aux gens qui pourront maintenir leur consommation. Dans ce cas, il n'y a pas d'inflation car vous n'êtes pas dans un boom de l'économie, mais vous échappez à la déflation. Vous avez gagné une journée de plus. Le problème, c'est que plus vous injectez de dollars directement dans l'économie, plus il y a de dollars tout court. Donc, au bout d'un moment, le pays exportateur de matières premières commence à comprendre que le dollar, c'est plus que c'était, hein. Tout le monde en a plein les poches. Et les prix des matières premières continuent de monter. Mais en dollars et en euros seulement. Dit autrement, c'est le taux de change qui commence à flancher. Pourquoi le taux de change ? Car c'est un prix que l'on ne peut pas manipuler indéfiniment, même quand on s'appelle les États-Unis d'Amérique. D'autant qu'il ne faut pas oublier que la Chine s'est engagée sur un chemin de stabilité du yuan à long terme. Pour la première fois depuis longtemps, il y a un début d'alternative au dollar pour l'épargnant qui veut une rentabilité sur son épargne. Et c'est précisément dans cette configuration que nous sommes sur une ligne de crête. Soit c'est la monnaie qui casse, car on en imprime trop et l'inflation s'emballe, soit c'est le système économique qui casse en premier et c'est la déflation. Comment s'en sortir, me demanderez-vous ? Eh bien, comme l'URSS dans les années 90, il faut purger les faux prix et remettre le train de vie en face des revenus. Le plus compliqué dans ces périodes reste la stabilité politique. En URSS, on ne peut pas dire que cela se soit passé sans douleur, pour peu que l'on admette que ce soit bien terminé aujourd'hui. Mais la question la plus importante, que peut-on faire à titre individuel en ce qui concerne le sujet que je traite sur cette chaîne, à savoir le sujet de l'épargne ? Un portefeuille se construit autour d'une poche stabilisatrice et une poche de croissance. Pour ce qui concerne la poche de croissance, les actions restent une bonne option pour peu que l'on choisisse des leaders sur leur secteur fortement internationalisés afin de miser sur des grandes entreprises qui ont les moyens de s'adapter au changement. Ensuite, pour la poche stabilisatrice, le couple or et obligations chinoises me semble le plus prometteur. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous vous expliquons dans la lettre du mois d'avril quel indicateur utiliser pour savoir comment se profile l'inflation et comment la mesurer concrètement. Nous vous donnerons également avec Guillaume Rouvier une valeur chinoise à mettre en portefeuille afin de démarrer une série d'analyses d'actions chinoises à venir. Enfin, avec Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne, vous retrouverez tous les outils que nous vous présentons dans la lettre d'investissement entièrement à votre disposition pour gérer votre portefeuille par vous-même. Afin d'anticiper au mieux les évolutions de l'or et des obligations chinoises, l'indicateur sur le ratio entre les obligations chinoises et l'or dont je vous ai parlé dans cette vidéo passera de la phase de test en production pour tous d'ici le mois d'avril. Pour vous abonner à la lettre ou à Nestor en accès anticipé, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.